Bonjour, nous sommes rendus au huitième paragraphe du chapitre 5. Alors ce paragraphe porte sur la polarisation des ondes électromagnétiques. Huitième, polarisation des ondes électromagnétiques. Alors là, en général, durant ce chapitre 5, nous avons parlé de plusieurs choses sur les ondes électromagnétiques. Mais d'un point de vue pratique, ce qui intéresse les gens en ce qui concerne l'application des ondes électromagnétiques, c'est trois choses, trois paramètres. À savoir la fréquence, l'énergie et la polarisation. Voilà, c'est les trois paramètres pour lesquels on exploite les ondes électromagnétiques. Alors la fréquence, donc c'est tel qu'on choisit une fréquence pour transmettre l'information, donc des stations radio ou TV, ça fonctionne à des fréquences bien déterminées. Par exemple, dans le traitement des matériaux, dans le visible, l'infrarouge, etc., on choisit des fréquences auxquelles les matériaux réagissent. Alors, c'est des fréquences bien déterminées. Donc, une fois que les fréquences sont bien fixées, on regarde l'autre paramètre, c'est l'énergie. Donc, on envoie un signal dans l'espace pour faire les télécommunications. Et est-ce que ça va arriver ou non? Est-ce que l'énergie est suffisante pour arriver ou non à destination? On veut traiter les matériaux, est-ce que l'énergie est suffisante pour que le matériau interagisse avec l'onde à cette fréquence? Donc l'énergie ou bien la puissance devient un paramètre aussi important. Par exemple, quand on fait l'usinage par les lasers, l'industrie, etc. Des applications industrielles, etc. Alors, il vient aussi la polarisation. Donc la polarisation, c'est qu'il y a deux types d'ondes électromagnétiques. Il y a les ondes non polarisées et il y a les ondes polarisées. Alors, la plupart des sources émettent initialement des ondes non polarisées, vu la nature des atomes, de l'émission aléatoire des atomes, ou des électrons, etc., qui émettent, des molécules qui émettent ces ondes-là ici. Alors, il faut les polariser. Donc, la polarisation, les ondes électromagnétiques polarisées ont été déjà des ondes non polarisées qui ont suivi l'opération de la polarisation. Ça veut dire qu'on les polarise à l'aide des polariseurs. Alors, dans ce chapitre ici, dans ce paragraphe, il n'est question que la lumière polarisée. C'est déjà polarisé. Hein? Donc, et on va avoir trois états de polarisation principaux, à savoir la polarisation linéaire, la polarisation circulaire et la polarisation elliptique. Et nous allons enfin voir que la polarisation circulaire n'est qu'un cas particulier de la polarisation elliptique. Alors, nous avons déjà vu, pour commencer, que B est égal à K0 vectoriellement E sur oméga. Et nous avons vu aussi que K0, c'est le vecteur d'onde, est égal à oméga sur C fois EU. Alors, EU, c'est le vecteur unitaire selon lequel l'onde se propage. Et si je remplace K0 ici par U, K0 par sa valeur, c'est à savoir oméga sur C fois EU vectoriellement E sur oméga. Donc oméga s'en on se trouve avec la relation que nous avons déjà obtenue au C quand nous avons étudié la notation complexe. Donc c'est E sur C.
Alors, cette relation, c'est la relation qui exprime le fait que EU, E et B forment un trièdre direct. Et donc, on voit bien que E, B et EU forment un trièdre direct. Ça veut dire E est perpendiculaire à B et E est perpendiculaire à EU, et B est perpendiculaire à EU. Donc c'est un trièdre direct. Alors EU, E, B forment un trièdre direct. Alors on sait aussi que la relation entre B et E, c'est ça. Donc c'est cette relation-là, ou bien celle-là. Donc si on connaît E, on peut trouver B. Et si on connaît B, on peut trouver E sans problème. Sauf que là, ici, on voit très bien que si l'onde se propage selon la direction EU, alors le plan d'onde, c'est le plan qui contient E et B. Donc E et B oscillent dans un plan transversal par rapport à la direction de propagation. Et donc EU oscille dans le plan EU, et B oscille dans le plan perpendiculaire à E, c'est-à-dire dans le plan BEU, dans ce plan-là ici. Et donc on voit très bien que le sens d'oscillation de E se fait ici. Donc ça oscille verticalement. Donc si on regarde une onde électromagnétique d'un point de vue photonique, c'est un ensemble de photons. Et si tous les photons sont orientés dans la direction de E ici, et ça oscille tous parallèlement au plan EU, ici, on dit que l'onde est linéairement polarisée. Ici, on va considérer le modèle de l'onde plane, monochromatique. Bien que ce que nous allons obtenir comme relation est valable, pas comme relation, mais les résultats seront valables aussi bien pour une onde plane progressive monochromatique que pour toute autre onde électromagnétique. Alors, on sait que une OPPM est caractérisée par un champ E qui est égal à E max au cosinus de oméga t moins k fois r 0 moins phi. Si on considère un système d'axe X, Y, Z, et si on considère que E est orienté selon une direction quelconque, alors la composante de ce champ selon l'axe X, X ici, donc la composante selon l'axe X, c'est la perpendiculaire ici, c'est EX. Et la composante selon Y, c'est EY. Alors il se trouve qu'il n'a pas de composante selon Z. Pourquoi? Parce que le champ électrique d'une onde électromagnétique oscille perpendiculairement à la direction de propagation. Ici, on suppose que la direction de propagation, c'est selon EZ. Il se trouve maintenant que E, ici, est égal à EX. Il a trois composantes, EX, EY, EZ, qui est égal à... Et ces composantes-là vont être égales à EMX fois cosinus de oméga t moins KR moins KZ moins K0Z, alors ici c'est K0, moins phi X, EMY fois cosinus de oméga t moins K0Z moins phi Y, et EZ est égal à 0 parce que l'onde est transverse électromagnétique. Là maintenant, ici phi x c'est la phase initiale de la composante vectorielle selon x du champ E, et phi y c'est la phase initiale de la composante y du champ E. Alors ici, toujours on va se référer
à la pointe M pour définir l'état de polarisation. Donc, l'évolution du champ électrique dans le temps décrit l'état de polarisation. Autrement dit, la pointe de la flèche ici, cette pointe-là ici, son mouvement au cours du temps nous donne l'état de polarisation ou bien la polarisation de l'onde électromagnétique. Donc, si M garde toujours le même sens, donc elle oscille dans le même mouvement, dans le même plan, la polarisation est linéaire. Si elle oscille toujours, si M oscille, donc le champ, il passe de max à 0 à min, et puis de min 0 max. Donc, s'il oscille toujours dans le même plan, comme ça, si M oscille toujours dans le même plan, en se propageant, l'onde est linéairement polarisée. Si l'onde oscille pareil comme ça, l'onde est linéairement polarisée. Si l'onde oscille pareil comme ça, l'onde est linéairement polarisée. Mais si la pointe de la flèche de E tourne dans un cercle, se forme d'une hélice circulaire, elle avance dans ce sens ou dans ce sens, on parle de la polarisation circulaire. Elle avance vers vous, se forme hélice circulaire, dans une hélice qui a la forme d'un cercle, c'est la pointe. Alors par rapport à l'origine ici, E ça reste, alors on dit que la polarisation est circulaire. Mais si l'on oscille elliptiquement, en avançant dans une hélice elliptique, on dit que la polarisation est elliptique. Alors, ici, pourquoi on utilise le champ E et pas le champ B? Alors, on sait très bien que le champ E, que la force électromagnétique de façon générale, F est égale à Q fois E plus V vectoriellement B. Donc, quand on analyse la lumière, ou bien les ondes électromagnétiques, on fixe le polariseur à une position de l'espace bien définie. Donc, la position de l'analyseur, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0, donc ça ne bouge pas. Donc, l'analyseur ne bouge pas dans l'espace. Donc, les charges qu'il contient ne bougent pas non plus. Et donc, ça est égal à 0. C'est pourquoi, en général, c'est le champ E ici, et E, c'est d'origine, ce rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de T, donc il est d'origine la variation du champ magnétique. Et ce champ-là électromoteur, il agit sur des charges électriques. C'est pourquoi les polariseurs qui contiennent les électrons au repos, ces forces-là, F est égal à QE, ces forces électriques les font bouger. Et donc, ces électrons absorbent les ondes électromagnétiques. C'est le champ électrique qu'on considère pour polariser, pour parler de la polarisation des ondes électromagnétiques et pas le champ B. Pour faire apparaître quelque chose d'important, on va définir deux paramètres. On va définir un paramètre R qui est égal à EMY sur EMX. Ça, c'est un rapport qui est constant. C'est un rapport des amplitudes. Alors, on va voir que l'état de polarisation, ce rapport-là joue un rôle très important dans la définition de l'état de polarisation. C'est linéaire, s'il est circulaire ou elliptique. Donc, on va voir ça. Donc, le deuxième paramètre ici, c'est que E est égal à EX et EY et EZ. EZ est égal à 0. EY est égal et EX est égal à EMX pour cosinus de oméga t moins K0. Alors ici c'est K0, parce que c'est le vecteur d'onde, c'est la norme du vecteur d'onde dans l'air, c'est comme dans le vide. K0Z moins phi de x. Je laisse cette composante telle quelle. L'autre ici c'est EMY pour cosinus de oméga t moins kz moins phi x plus moins phi y plus phi x moins phi x.
Alors vous voyez très bien que j'ai ajouté phi x et j'ai ôté phi x de cette phase totale. Ça veut dire phi x moins phi x c'est 0. J'ai rien fait. Mais je vais définir un déphasage phi est égal à phi y moins phi x. Donc je viens de définir le rapport R et je définis maintenant ce déphasage phi y moins phi x. Il faut faire attention, phi x c'est la phase initiale, c'est pas un déphasage parce que la composante vectorielle x ne peut pas être déphasée par rapport à elle-même. Phi y aussi ici c'est une phase initiale de la composante vectorielle EY du champ E total. On peut maintenant continuer ici. Alors on peut écrire ça ici. Ça c'est EX, c'est la même chose qu'ici, sauf que EY ça va devenir maintenant K0Z moins phi x, moins phi x, s'il est là, moins phi x, moins phi y moins phi x, moins phi y moins phi x, et ce phi y moins phi x, c'est phi. C'est par définition que je viens d'opposer phi, donc moins phi. Donc je me trouve avec cette expression-là. Cette expression, c'est identique à la précédente. Et là, pour un peu travailler, pour préparer ces composantes pour qu'elles soient utilisables de façon facile pour définir les trois états de polarisation, j'ai besoin de faire, par exemple, je pourrais prendre phi x, la phase initiale de la composante x égale à 0. Et dans ce cas-là, si phi x est égal à 0, j'obtiens tout de suite E est égal à E m de x au cosinus de oméga t moins k0z. Et j'obtiens E m de y est égal à cosinus de oméga t moins k0 z moins phi. Et phi ici, puisque phi x est égal à 0, c'est phi n'est autre que phi y. Et z0 c'est 0. Alors, je pourrais aussi, donc dans ce cas-là, je vois très bien que je pourrais travailler avec ça. Alors, pour étudier la polarisation, en général, on se fixe un plan. Ici, je vois que je travaille avec une seule fréquence et je travaille avec l'expression des OPPM. Mais ce que je vais trouver comme résultat, ça concerne même une onde plane polychromatique, par exemple, qui contient plusieurs fréquences. Ça peut concerner aussi toute autre onde, même s'il n'est pas plane. Parce qu'on peut avoir une onde gaussienne polarisée, on peut avoir une onde sphérique polarisée, on peut avoir tous les types d'ondes, soit la forme, soit en continu spectral polarisé. On peut avoir la lumière blanche polarisée. On peut polariser la lumière du soleil, qui est constituée de l'UV, le visible et l'infrarouge. Donc, mais moi, je vais travailler avec le modèle de l'onde plane, même s'il est très restreint. On va démontrer tous ces états de polarisation en l'utilisant. Alors ici, je vois très bien que je dois me fixer un plan. Z est égal à une constante, mettant Z est égal à 0. Je me fixe à l'origine de l'espace. L'origine de l'espace. Et je regarde le plan d'onde plane. Donc si j'ai affaire avec des ondes planes, donc je regarde comment la pointe du champ électrique bouge dans ce plan là ici. Si Z est égal à 0, ça veut dire que le plan d'onde c'est OXY, à Z est égal à 0. Là, j'étudie le mouvement de la pointe de l'extrémité de la flèche du champ électrique dans le plan OXY. Alors, si Z est égal à 0, donc E, ça va devenir EX est égal à EM x fois cosinus de oméga t, c'est tout, ici.
et EY va être égal à EMY fois cosinus de oméga t moins phi. Alors phi, dans ce cas-là, ça va être phi y, tout court. Et j'ai une forme qui m'arrange ici, que je peux, et EZ est égal à 0. Donc j'ai quelque chose qui m'arrange ici. J'ai une forme qui m'arrange, je peux l'utiliser. Mais ça, c'est pas général parce que je considère phi x est égal à 0. Alors, comment il faut faire pour trouver une expression analogue à ça, à cette expression, sans que phi x soit égal à 0? Alors, pour cette raison, je vais revenir à mon expression de tout à l'heure, c'est phi x moins phi, avec moins phi. Avec phi ici, c'est phi y moins phi x. Donc phi y ici, phi est égal à phi y moins phi x. C'est phi x différent de 0 et phi y différent de 0. Alors, je travaille avec ça. Maintenant, pour trouver une expression analogue à celle-là, qui a cette forme-là ici, je vais faire un changement de variable. Je vais considérer que oméga t' est égal à oméga t moins, parce que z est égal à 0, donc j'enlève ici z, donc j'enlève ici z, donc il va me rester moins phi x, et ici il va me rester moins phi x moins phi. Alors je pose oméga t' moins phi x, et comme ça, donc je vois ici que moi oméga t moins phi x ici, oméga t moins phi x moins phi ici est égal à oméga t' moins phi. Alors, je remplace maintenant oméga t moins phi x par oméga t, je vais obtenir E et max cosinus de oméga t'. C'est ce que j'ai ici, je vais faire oméga t' ici. Et je remplace oméga t moins phi x moins phi par oméga t' moins phi. Alors j'obtiens l'expression que je cherche. Alors en considérant que t' c'est le temps qui s'écoule, et ce temps-là c'est une variable muette. C'est une variable muette. Donc ça veut dire on peut la remplacer avec t carrément, et donc j'obtiens finalement, je peux obtenir finalement E, l'expression de E que je vais utiliser est égale à EX, EY de Z est égal à 0 et de T, de Z est égal à 0 et de T, et E, Z de Z est égal à 0 et de T. Ça alors, ça va être égal exactement à E mx fois cosinus de oméga t, parce que je remplace t' par t, c'est une variable muette, et donc j'ai cette forme là ici, EY, E max y cosinus de oméga t moins phi et 0. Et 0. Voilà. Alors, ici, je reviens ici, donc la variable muette oméga t', c'est comme on peut faire un changement, on peut s'arranger toujours pour qu'on fait un changement de référentiel. On peut translater le référentiel jusqu'à ce que phi x soit égal à 0. Et donc, on peut considérer oméga t est égal à oméga t ici. Oméga t, non pas oméga t'. Si je m'arrange à ce que mon référentiel soit à la position où phi x est égal à 0, alors dans ce cas-là, phi x est égal à 0 et donc t c'est t. C'est comme tout à l'heure. C'est pourquoi on appelle ça une variable muette. Là maintenant, c'est avec ça que je vais travailler.
qu'il faut toujours retenir dans nos esprits que nous avons défini R qui est égal à EM Y divisé par EM X. C'est le rapport R qui est une constante, c'est le rapport des amplitudes maximales des deux composantes vectorielles X et Y du champ électrique. Et phi qui est égal à phi Y moins phi X. Voilà, ces deux paramètres-là, ils sont déterminants dans l'étude des états de polarisation des ondes électromagnétiques. Et on va étudier maintenant la polarisation rectiligne ou bien linéaire. La polarisation rectiligne ou bien la polarisation rectilinéaire ou bien tout court linéaire. Parfois on l'appelle aussi polarisation linéaire. Alors on peut dire polarisation rectilinéaire ou polarisation linéaire tout court. Linéaire. Ici, on utilise seulement ce terme, linéaire. Alors, pour obtenir cette polarisation linéaire, il faut que ça arrive quand phi est égal à mpi. Phi est égal à phi y moins phi x et qui est égal à mpi avec m un entier relatif appartenant à l'ensemble Z. Alors, si m est égal à 0, plus ou moins 2, plus ou moins 4, plus ou moins 6, etc., je vais obtenir phi est égal, donc je vais obtenir cosinus de oméga t moins 0, si phi égale à 0 ici, je vais obtenir cosinus de oméga t. Si c'est 2pi ou bien moins 2pi, je vais obtenir pareil cosinus de oméga t. Donc oméga t congru de pi ou bien congru moins de pi, c'est exactement cosinus de oméga t parce que ça fait un tour au complet sur le cercle trigonométrique. Alors je vais obtenir que mon champ E est égal, 6 composantes, est égal à EMX fois cosinus de oméga t, EMY fois cosinus de oméga t est 0 selon Z parce que l'onde est transversale. Alors, je vois que la composante elles sont en phase. Donc les deux composantes, on dit que EM et EX, la composante EX est en phase avec la composante EY. Donc on voit très bien qu'il n'y a pas de déphasage entre eux parce que phi est égal à 0, ou bien phi est égal à 2pi, ou bien phi est égal à moins 2pi. 2 fois, donc ici 2pi, c'est la même chose. Pour le cosinus de oméga moins 2pi, c'est comme cosinus de oméga t. Alors, on voit qu'ils sont en phase. Et là maintenant, si je prends la composante EMY, donc EMY, EY, ça va être égal EY, ça va être égal à EMY fois cosinus de oméga t. Je multiplie ça par EMX, je divise par EMX, je vais obtenir EMY divisé par EMX fois EMX fois cosinus de oméga t. Je multiplie par EMX au numérateur et je divise par EMX au dénominateur, j'ai rien fait. C'est ça ici, mais je fais apparaître mon rapport R. Et ça, c'est égal à R par définition fois EMX fois cosinus de oméga t. Alors, c'est quoi ça ici? EMX fois cosinus, ce n'est que cette composante-là ici. Donc, j'obtiens ici EY est égal à R. EY est égal à R, et ça c'est EX, comme je vois ici, c'est EX, 6 fois EX, en vecteur si je veux. Alors, EY de Z
0 qui est égal à 0, I de t est égal à mx de z, 0 qui est égal à 0, et de t. Avec z0 est égal à une constante est égal à 0, parce que j'étudie la polarisation au niveau du plan OXY ici. Alors, maintenant, ça c'est de la forme, je peux enlever les flèches carrément ici, et je travaille avec les amplitudes. Donc, ça c'est la forme Y est égale à mx est égal à ax plus b. Ça c'est une droite, c'est la forme d'une droite, avec b égale à 0. Donc, x c'est ex, y c'est la composante vectorielle du champ E, et r c'est l'amplitude, ça joue le rôle de a. R c'est le rapport, c'est mx, c'est my sur mx, et donc c'est a c'est une constante. Le rapport R c'est une constante. Alors dans ce cas-là, j'obtiens la polarisation linéaire. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'ai mon système d'axes, j'ai x, j'ai y et j'ai z sortant vers vous. Alors dans ce cas-là, j'ai cette composante-là ici, c'est une droite, donc c'est une droite. Je vois que j'ai obtenu l'équation d'une droite, et donc j'ai ici E x, EM x, je vais obtenir ici EM y, et de ce côté-là je vais obtenir moins EM y, et de ce côté-là, je vais obtenir moins EM x. Alors, je vois que le champ et la pointe du champ électrique va osciller entre deux extrémums. Donc, ça oscille dans cette direction-là, comme ça. Il vient vers vous et ça oscille dans ce sens-là ici. Donc, ça oscille ici. Quand ça arrive ici, ça change. Donc ça oscille, ça grandit de 0. Ça croît, l'amplitude croît jusqu'à atteindre 0, et puis il décroît jusqu'à atteindre 0, ça change de sens, et puis ça revient jusqu'à atteindre l'amplitude maximale, et puis ça revient jusqu'à 0, et comme ça oscille. Donc l'onde, ça oscille selon une seule direction en avançant vers vous. Donc c'est Z ici, c'est l'axe Z, c'est vers vous. Donc ça avance vers vous comme ça. Il reste maintenant à déterminer cet angle-là ici. Alors, cet angle-là ici, c'est θ, c'est l'angle, et cet angle-là, on a tangente de θ, et ça va être égal à E et X, EY sur EX, c'est EY sur EX parce que ça varie en fonction du temps, et ça c'est égal à E, MY, l'amplitude maximale de Y proportionnelle de oméga t, divisé par l'amplitude maximale EMX proportionnelle de oméga t, et ça se simplifie, il se trouve que tangente de θ est égale à une constante, est égale à EMY sur EMX, qui est égal à R, que nous avons défini tout à l'heure. Et donc, il se trouve que θ est égal à tangente moins 1, c'est arc tangente de R. Ici, c'est une constante. Donc, on voit très bien que ce qui détermine la direction d'oscillation de cette polarisation linéaire ici, c'est l'amplitude, c'est R. C'est ce rapport-là R. Ça dépend de l'amplitude de EMY par rapport à EMX. Alors, si EMY est égal à EMX, on va voir que R est égal à 1. Et dans ce cas-là, θ est égal à pi sur 4. Donc, ça va osciller à pi sur 4 de façon linéaire. Alors, cet état de polarisation-là, c'est un état de polarisation linéaire ou bien rectilinéaire. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, le champ électrique de l'onde électromagnétique, ça oscille selon une direction fixée par θ. Et cette direction, du moment que j'ai mon intensité, donc une intensité bien déterminée, et pour la composante EX, ça revient à une fraction d'intensité, et l'autre fraction. Et donc j'ai les deux intensités, le rapport des deux intensités,
c'est exactement, ça me donne R, et donc ça me donne θ. Si l'intensité de E et Y est égale à l'intensité de MX, il est clairement les deux, hein. Si le flux énergétique des deux sont égales, j'aurai θ est égal à tangente moins 1 sur R, et dans ce cas-là, j'aurai R égale à 1, et donc ça va osciller à pi sur 4. À pi sur 4, c'est ça. Ou bien pi sur 4, ou bien pi sur 4 plus pi. Pi sur 4 plus pi, où les deux sont négatifs. Le cos et le sinus sont négatifs, et dans ce cas-là, ça oscille. C'est la même chose. Donc ça oscille dans ces directions. Là maintenant, je reviens au deuxième cas. C'est le cas de la polarisation rectiligne. C'est le cas où j'ai le déphasage phi est égal à mpi toujours, avec cette fois-ci m est égal à impair. Plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins 5, etc. Alors, si c'est ça, on va prendre ce cas-là ici. Qu'est-ce qui est vrai pour phi? Donc, phi est égal à plus 1 fois pi, plus ou moins 1 fois pi, ou bien plus pi. Alors, je vois très bien ici que cosinus de oméga t moins pi, dans ce cas-là, la composante de E, je vais répéter, est égale à EM de x fois cosinus de oméga t, ça ne change rien ici parce qu'il n'y a pas de phi, et donc je vais obtenir EMY de cosinus de oméga t moins phi et 0 ici. Alors 0 pour z, moins pi, et ça, cosinus de oméga t moins pi, c'est exactement égal à cosinus de pi moins oméga t, parce que cosinus est une fonction paire, et pi moins oméga t, cosinus de pi moins oméga t, c'est moins, et c'est moins cosinus d'oméga t. Et donc ça va me donner exactement, ça va me donner moins EM cosinus d'oméga t. Moins cosinus d'oméga t. Alors je vois très bien que la différence entre le cas où M est pair, c'est-à-dire est égal à 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, et M est impair, c'est que j'ai un signe moins qui apparaît ici, par rapport au cas de tout à l'heure. Et si j'ai ça, je vais obtenir ici EY est égal à ça moins, ici. EY, la composante EY qui est égale à moins EM cosinus, c'est EY moins EM cosinus de oméga t. Et EY ici, et EY ici, ça se simplifie. Alors, et je vais obtenir ici moins, et c'est ce qui va me donner moins R. EMX fois cosinus de oméga t. Et donc je vais revenir ici. Tangente de θ, ça va être égal à moins. Cette fois-ci à cause de moins EMY, ça c'est MX. Et ici, ça c'est égal à moins R. Et donc je vais obtenir θ, cet angle cette fois-ci c'est moins R. Et donc la pente est négative. Et donc cette fois-ci, ça correspond à M. Phi est égal à M avec M impair. Avec M pair. C'est-à-dire M pair. M appartient à Z et M pair. C'est-à-dire M est égal à 0, plus ou moins 2, plus ou moins 4, etc. Par contre ici, je vais obtenir le même état, mais cette fois-ci, de ce côté-là. La pente est négative. Donc, ça va osciller dans ce sens. Alors ici, mon θ c'est ici. Il est négatif. θ ici, il est négatif. Dans ce cas-là ici. Et ce cas-là, ça correspond à phi est égal à m pi avec m est égal à plus ou moins 1, plus ou moins 2, moins 3, plus ou moins 5, c'est-à-dire impair. Ici c'est pair, ici c'est impair. Alors ici le champ électrique de l'onde électromagnétique va osciller selon cette direction-là ici. Et donc ça va augmenter jusqu'à EM, jusqu'à la valeur maximale, et ça descend, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre jusqu'à 0. Et puis ça change de sens, et puis ça va descendre jusqu'à la valeur ici, cette valeur minimale, et puis ça va revenir, et ça va changer de sens ici, etc. Donc c'est comme ça oscille
en partant vers vous, parce que ici c'est Z, c'est sort vers vous. Donc ça va osciller comme ça, en venant vers vous. Vous voyez, donc ça vient vers vous. Donc ça vient vers vous en oscillant. Alors c'est ça, et donc on voit très bien aussi que R ici c'est EMY sur EMX, et donc l'amplitude, donc l'angle θ à laquelle ça va osciller, ça dépend des amplitudes EMY et EMX maximales des composantes vectorielles du champ électrique E. Voilà pour la polarisation rectiligne. Alors ici la polarisation rectiligne, on la produit avec des polariseurs. Donc quand la puissance est faible, on utilise des polariseurs polaroïdes, c'est des films dichroïques qui absorbent. Et donc c'est facile à réaliser. Il suffit d'avoir un polariseur et on peut choisir θ que l'on veut. Donc on peut choisir, réaliser l'état de polarisation linéaire. Donc on a un polariseur en général, et donc les molécules sont orientées, les molécules dichroïques qui absorbent sont orientées selon une direction bien déterminée dans le film. On le met devant l'onde ici, on le met dans le plan. On va le mettre dans le plan XY. Et donc Z c'est sortant. Donc l'onde, il vient, il traverse notre film, notre polariseur, film dichroïque. C'est un polariseur. C'est un polariseur. Alors, en général, dans le visible, on fabrique des polariseurs. Ils ont une couleur verdâtre, verdâtre, due à la couleur des polymères. C'est des chaînes de polymères très longues. Et les polymères, c'est des chaînes CCCCC, ou bien avec des cycles aromatiques qui absorbent. Alors, les molécules sont alignées selon l'axe Y. Par exemple, si j'aligne, donc le champ électrique, s'il oscille comme ça, il est absorbé. Si E oscille parallèlement aux molécules, il est absorbé, ça ne passe pas. Et donc la composante qui est selon, ça ne passe pas. Et la composante qui passe, c'est la composante qui est de E. Donc c'est la composante de E. Cette composante-là, de E selon Y, il est absorbé. Et la composante qui passe, c'est la composante contre le polariseur. Donc le polariseur, donc toujours comme ça. Alors la composante qui passe, c'est la composante horizontale. Donc, pourquoi ici ça ne passe pas? Parce que l'absorption est maximale, donc la force de Coulomb, la force F est égale à QE, la force électromagnétique QE, plutôt, ça fonctionne bien, il est actif et ça absorbe. Par contre ici, vu que les photons traversent et donc ne sont pas maximalement absorbés, et donc les électrons ne sont pas excités et donc ils n'absorbent pas, ils ne sont pas actifs. Et donc le champ E passe. Alors ici E n'est pas polarisé, si E n'est pas polarisé, alors toutes les composantes du champ sont possibles. Alors si on polarise une lumière non polarisée, la composante de ce champ-là selon X, et il passe, et la composante ici vectorielle selon Y, il ne passe pas. Donc la composante selon X, toutes les composantes de n'importe quelle direction que je prends, la composante selon EX, il passe, il est laissé passer, il passe vers vous, parce que ça c'est Y, et ça c'est X, et donc Z c'est ici. Il passe vers vous, et la composante selon Y, il est absorbé. Ça chauffe le film, et donc après le film il est aéré et refroidi par l'air, par la convection de l'air. C'est ça. Alors ici c'est la composante verticale qui ici on voit très bien, c'est la lumière et c'est l'onde est polarisée verticalement. Ce polariseur là il va la couper, donc il n'y a rien qui passe. Par contre, il y a une onde électromagnétique qui arrive, qui n'est pas polarisée, donc toutes les composantes verticales de chacune des directions, il est absorbé, il ne passe pas, il ne traverse pas le polariseur, et toutes les composantes perpendiculaires à l'alignement des molécules, c'est-à-dire toutes les composantes des directions du champ ici, des champs selon toutes les directions,
elles vont passer selon par rapport à X. Et donc on a un état de polarisation linéaire à la sortie. Les ondes électromagnétiques sont des ondes de puissance, ça dépasse 1 watt et plus. C'est dans une seule direction, comme le cas des sources de rayonnement électromagnétique laser de puissance. On utilise des prismes. Alors les prismes n'absorbent pas et ils séparent les composantes, toutes les composantes horizontales selon une direction et toutes les composantes verticales selon Y, selon une seule direction. Et donc on sépare les deux, on a deux faisceaux, on n'a pas de perte d'énergie par absorption. Et donc les prismes ne fonctionnent pas par absorption parce que les électrons dedans, les oscillateurs dedans, qui sont des atomes, des électrons attachés aux atomes, ils oscillent, ils absorbent et ils réémettent. Par contre, dans les films d'Ikrowick, les électrons attachés aux molécules sont des oscillateurs qui absorbent et qui perdent et qui ne réémettent pas et ils chauffent par frottement. Et donc c'est pourquoi les polariseurs d'Ikrowick, ils ramollissent et puis se brûlent quand la puissance est très élevée. Donc il faut faire attention quand on utilise les polariseurs. On ne peut pas l'utiliser pour des puissances comme la lumière du soleil, comme les lasers, les rayonnements électromagnétiques laser de faible puissance, 1 mW, 10 mW, etc. Mais quand on dépasse 1 watt, on ne les utilise plus parce que la moitié de la puissance qu'ils absorbent, et ils les brûlent. Alors on l'utilise, surtout on va utiliser les prismes, comme les prismes de Wollaston, le prisme de Gland, Thomson, de Gland, Taylor, etc. Sauf qu'ici, il faut faire attention, quand une lumière est polarisée pour un polariseur, on peut obtenir la polarisation, ça c'est le film, on peut obtenir la polarisation, ça c'est selon X, et ça c'est selon Y, et Z vers vous. Donc comme ça, si une onde incidente est polarisée, et non polarisée, comme la lumière du soleil par exemple, qui n'est pas polychromatique, qui n'est pas du tout une onde plane harmonique, mais c'est une onde plane pareil, qui n'est pas monofréquentielle, qui est polychromatique. Alors ici on voit bien que la polarisation, ça va sortir, ça va osciller selon EX. Donc on va avoir la situation suivante. E est égal à EX, EY et 0 et EZ. Alors et ça va être égal à E maximal selon oméga t et 0, 0. On voit bien. Et si oméga t, tout à l'heure, c'est oméga t prime, c'est oméga t moins phi x, donc je reviens à oméga t, à ma variable muette, donc je peux obtenir que E est égal à E max fois cosinus de oméga t moins un déphasage, phi ici. Et sans dire phi x, phi. Alors ici, il ne faut pas confondre dans ce cas-là, phi, qui est la phase initiale ici, la phase initiale, avec phi de tout à l'heure, qui est égal à phi y moins phi x. Parce que ici, il faut faire attention, le champ électrique est polarisé linéairement selon OX. Voilà, c'est X ici, c'est O, selon OX. Donc le champ, ça aussi selon OX, et il n'a pas de composante vectorielle selon Y, et ici, phi, c'est déphasé par rapport à quoi? Par rapport à lui-même. Donc c'est une phase initiale de lui-même, c'est pas un déphasage, il ne s'agit pas de ça. Dans ce cas-là, c'est pas ça, ça c'est une phase initiale. Il faut faire attention. Quand E est polarisé selon une direction bien déterminée, il n'est pas déphasé par rapport à autre chose, parce que c'est une seule composante. Alors si c'est polarisé selon EX, ici, parce que le polariseur, les molécules de polarisation sont verticales, et donc la polarisation qui sort c'est E, alors j'aurai cette forme-là ici, et ça c'est pas un déphasage, c'est une phase initiale. Par contre, si je mets le polariseur perpendiculaire, cette fois-ci, si je mets le polariseur de façon à ce que les molécules soient alignées dans ce sens, les polariseurs, les molécules qui absorbent, donc je vais avoir ici la polarisation qui sort, c'est selon E, selon Y.
Et donc le champ oscille verticalement. Ce que j'obtiens ici, c'est EY tout seul, c'est une seule composante. Donc ça c'est nul, je vais obtenir cette composante. Ici, phi qu'on a ici, phi c'est une phase initiale, donc il n'y a rien de spécial, c'est pas un déphasage non plus. Je vais passer à la polarisation circulaire. Si phi est égal à phi y moins phi x, et ce déphasage-là est égal à plus ou moins pi sur 2, alors je vais obtenir ici E, ça va être égal à EX, EY, EZ, donc ça va être EX, et EX ça va être EMX cosinus de oméga t, ça ne va rien changer, EMX pour cosinus de oméga t, EMY fois cosinus de oméga t moins phi. Alors si j'ai plus, si moins, faites attention, si j'ai plus, ça veut dire que ça est positif, donc c'est plus. Donc je vais avoir moins, donc ça s'inverse. Et si j'ai moins ici, ça va avoir plus, ici, plus ou moins phi. Plus ou moins pi sur 2. Et 0. Et ça va me donner E est égal, EMX, ça va rester tel quel, EMX fois cosinus de oméga t, EMY fois cosinus, alors cosinus de oméga t moins pi sur 2, c'est sinus. Ça va me donner sinus de oméga t. Donc, cosinus d'oméga t moins pi sur, ça va être plus. Ici, plus. Pour moins, je vais obtenir plus. C'est plus. Plus, moins, plus. Et pour moins, c'est plus pi sur 2. Alors, cosinus de plus 2, c'est moins sinus. Donc, je vais obtenir moins ici. Moins EM sinus. Donc, c'est pour plus pi sur 2. Ça va être ici cosinus d'oméga moins pi sur 2. Donc, plus, moins, plus. Et pour moins, c'est en bas. Moins, plus, moins. Sinus de oméga t. Et 0 pour la composante Z. Donc, 0. Avec une flèche. Pourquoi? Parce que, donc, EX et EY sont en quadrature de phase. Tout à l'heure, quand j'avais phi est égal à mpi avec m égale à 0 par exemple, il s'agit de la polarisation linéaire. Cette composante était en phase. Mais quand phi est égal à plus ou moins pi ou bien plus ou moins 3pi, donc m et la composante ex et la composante y étaient en opposition de phase. Mais maintenant, quand phi est égal à plus ou moins pi sur 2, ou bien plus ou moins 3 pi sur 2, ou bien plus ou moins 5 pi sur 2, ou bien plus ou moins 7 pi sur 2, etc. Donc, la composante EX et EY sont en quadrature de phase. Alors, on voit très bien que si ici, si moins EMY est en avance de phase par rapport à cosinus de oméga t, parce que t est égal à 0, et ici, pour avoir ça égal à 0, il faut que oméga t augmente d'une quantité égale à pi sur 2. Et donc ça avance. Il faut que t soit différent de 0 pour que ça soit égal à 0. On aurait la même valeur que ça ici. Alors la même phase, mais on avance. Donc si moins pi sur 2, ça c'est en avance par rapport à ça. Et si c'est plus, ça est en avance par rapport. Donc EX est en avance par rapport à Y, c'est plus. Mais ici c'est moins, EM cosinus d'oméga t est en avance par rapport à EX. Là maintenant, ils sont en quadrature de phase à cause que phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Alors, c'est comme je viens de dire ici, à cause de moins, la composante EY, elle est en avance de phase par rapport à la composante EX. Toujours, on étudie le mouvement de la pointe de E, du champ E, qui est égal à EX plus EY plus EZ.
on l'étudie par rapport dans le plan z est égal à 0. Z est égal à une constante est égal à 0, c'est-à-dire dans le plan OXY, qui est le plan d'onde plane. Je vais calculer maintenant l'amplitude de ça pour voir comment il varie en fonction du temps. Donc, E au carré est égal à EMX au carré pour cosinus de oméga t au carré plus EMY au carré pour cosinus de oméga t plus ou moins. Donc plus ou moins c'est plus sinus carré de oméga t. Et ça c'est égal, ça va être égal à EMX au carré. Donc ici, je pourrais faire une chose, c'est que je pourrais faire intervenir le rapport R. Et R, donc R est égal à EMY divisé par EMX. Donc je peux le faire apparaître là-bas. Je continue ça ici. Donc E au carré est égal à EMX au carré fois cos carré de oméga t plus, alors ici je divise par EMX carré, je multiplie par EMX, je vais obtenir ce R carré fois EMX au carré fois sinus carré de oméga t. Alors EMX je vais le mettre en élément, je vais obtenir que c'est EMX au carré cos carré de oméga t plus R carré fois sinus carré de oméga t. Il faut deux conditions. D'abord, il faut que les composantes EX et EY du champ électrique oscillent en quadrature de phase. Ce qui fait que phi est égal à plus ou moins pi sur 2, ou bien plus ou moins 3 pi sur 2, ou bien plus ou moins 5 pi sur 2, etc. Deuxième condition, pour que cette quantité soit dans l'équation d'un cercle, il faut que R soit égal à 1. Donc, il faut que l'amplitude maximale de la composante vectorielle Y du champ électrique soit égale à l'amplitude maximale de la composante X du champ électrique. Donc, il faut que ça soit égal à 1. Ça veut dire que EMX est égal à EMY est égal à EM. La deuxième condition, R, il faut que R soit égal à 1. Cela stipule que EMX est égal à EMY est égal à l'amplitude maximale. Et dans ce cas-là, je vais obtenir, puisque R est égal à 1, je vais obtenir E au carré est égal à EM au carré, parce que EMX et EMY est égal à EM, fois cos carré de oméga t plus sinus carré de oméga t. Et ça est égal à EM au carré. Et EX, c'est EX au carré plus EY au carré. Alors, j'obtiens finalement que EX au carré plus EY au carré est égal à EM au carré. Alors, j'obtiens qui est égal à E en permanence. Ça veut dire que l'amplitude, la norme du champ électrique est toujours égale à une constante, quel que soit le temps. Donc E est égal à une constante, quel que soit le temps. Et donc, on voit très bien que quand le temps passe, on a toujours la même amplitude. Et ça, c'est très important. Ça, c'est l'équation d'un cercle. Ça veut dire que E décrit un cercle. Ça veut dire que l'amplitude, c'est-à-dire la norme du champ électrique qui oscille, ça décrit un cercle. Alors, je reviens ici. L'équation du cercle en général, comme on voit ici, c'est x carré plus y carré est égal à r carré. Alors le rayon du cercle c'est EM. Alors je vois très bien que si je dessine ici mon espace, ça c'est x et ça c'est y et z c'est vers vous. Alors l'axe z c'est vers vous.
je vois très bien que le champ, quel que soit l'instant t, je vais obtenir, si l'instant t égale à 0, je vais obtenir cosinus de 0, parce que oméga fois 0 c'est 0, cosinus et sinus, les deux composantes, ça va être ici. Cosinus égale à 0. Alors, je vois très bien que quel que soit le temps, je me trouve sur un cercle. Donc, E sur un cercle. Alors, il reste maintenant à savoir dans quel sens la pointe du champ tourne. Ici, ça tourne de OX vers OY, c'est dans le sens trigonométrique, ou bien si ça tourne dans le sens horaire, c'est-à-dire de OY vers OX. Alors, comment il faut savoir ça? Pour savoir ça, il faut qu'on calcule à un instant donné. Donc, on a ici EX et on a ici EY. Ça, c'est EX qui dépend du temps et ça, c'est EY qui dépend du temps. Donc, ce n'est pas le E max. Alors, parce que ça oscille, parce que le champ, ça oscille et donc les deux composantes du champ EX et EY oscillent. Alors, tout à l'heure, nous avons trouvé que... Alors j'ai dit ça, c'est l'équation d'un cercle, donc on a une polarisation circulaire. Ça c'est une polarisation. Alors si je reprends là, donc mon E, il va avoir en fonction de Z0, parce que Z0 est égal à 0 ici, T quelconque, ça va avoir deux composantes, EM fois cosinus de oméga T et EM fois avec plus ou moins EM fois cosinus de oméga, fois sinus plutôt de oméga T, à cause qu'on a le déphasage. Voici les deux composantes. Alors, et 0, parce que l'onde est transverse électromagnétique. Je vois très bien ici que si j'ai un déphasage phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Pour plus pi sur 2, c'est plus. Pour moins, c'est moins. Alors, là maintenant, si je fais pour phi est égal à plus pi sur 2, et c'est cette composante, je vois très bien que si à t est égal à 0 ici, j'ai cosinus de t égal à 0 si 1, alors, et ça c'est max, et ça c'est 0. Donc je me trouve ici. À t est égal, parce que oméga est égal à 2pi sur t, est égal à 2pi f. Alors, oméga fois t est égal à 2pi sur t fois t. Si t égale à 0, je suis ici. Si t est égal, par exemple, à t sur 4, alors t sur 4, 2pi, je vais obtenir oméga t est égal à 2pi sur t fois t. Et le t ici, c'est t sur 4. Donc t sur 4 sur t, donc je vais obtenir pi sur 2. Donc pi sur 2. Alors, cosinus d'oméga de pi sur 2, c'est 0. Et ça, c'est 1. Donc, avec plus, je vais obtenir ici. Donc, ça tourne dans ce sens. Donc, ça tourne dans le sens trigonométrique. Alors, si phi est égal à plus pi sur 2, je vais avoir une circulation gauche. Donc, E, la pointe de E tourne. La pointe de E tourne dans le sens trigonométrique. Ça, c'est ce que j'appelle la circulation gauche. Donc, j'ai la circulation en état de polarisation circulaire gauche. Donc, le sens de l'hélice, c'est gauche. Donc, ici, si Z, ça tourne comme ça. Donc, le champ, ça tourne hélicoïdalement sous forme d'un cercle en venant vers vous. Donc, ça tourne dans le sens trigonométrique, dans ce cas-là ici. Alors, pour voir ça, il suffit de calculer à chaque instant θ est égal, tangente de θ est égale à EY divisé par EX, qui est égal à EM cosinus de sinus de oméga t, parce que c'est sinus c'est plus ici pour plus pi sur 2, divisé par
EM de cosinus de oméga t. EM et M se simplifient parce qu'il s'agit ici de la condition pour avoir la polarisation circulaire, il faut que les amplitudes maximales soient égales. Donc il me reste 100 est égal à tangente de oméga t. Donc il faut que θ soit égal à tangente moins 1 de tangente de oméga t. Alors je vois très bien que si j'ai phi est égal à plus pi sur 2, j'ai l'angle ici, mettons ici, l'angle θ, il est positif. Pourquoi? Parce que ça c'est positif, et donc tangente moins 1, donc j'ai une circulation gauche, ou bien c'est l'état de polarisation circulation à gauche. On l'appelle circulation, et donc polarisation circulaire à gauche. Circulaire à gauche. Ou bien polarisation circulaire à gauche. Polarisation circulaire à gauche. Ou bien si la circularité est positive. On parle de la circularité qui est positive, ou bien l'hélicité. On dit que l'hélicité est positive. L'hélicité est positive. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens trigonométrique. Donc on dit que l'état de polarisation circulaire est circulairement gauche. Ça tourne, donc comme on dit, ça vient vers vous et ça tourne vers votre gauche. Hein? Ça tourne comme ça. Donc ça tourne comme ça. Bien. Là maintenant, on peut utiliser le deuxième cas, c'est moins pi sur 2. Avec le moins pi sur 2, on a le choix. Soit qu'on va calculer θ, donc cette fois-ci, parce que c'est moins, donc ça va venir ici EY sur X. C'est EY divisé par EY divisé par... Alors EY c'est négatif. Pourquoi? Parce que j'ai le moins. Pour moins pi sur 2, c'est moins. Et donc le moins ici, avec le moins, ça va me donner moins ici, moins tangente. Et donc moins tangente, c'est une fonction impaire, ça va sortir ici. Donc je vois très bien, c'est moins tangente, moins 1, donc c'est une circulation à droite. Donc si pi est égal à moins pi sur 2, ou bien moins pi sur 2 plus pi, ou bien plus 3 pi, ou bien 5 pi, etc., ça va me donner, donc ça va me donner θ est égal à tangente moins 1 de tangente de oméga t. Et dans ce cas-là, j'ai polarisation circulaire droite. Donc on dit que l'hélicité est négative, c'est-à-dire que j'ai un état de polarisation circulaire droite. Donc cette fois-ci, ça tourne dans le sens horaire en venant vers vous. Donc regarde, c'est le sens inverse de tout à l'heure. Ça tourne dans le sens horaire. Donc ça tourne dans le sens horaire vers vous, en venant vers vous. Parce que Z c'est vers vous. Vous voyez très bien que c'est vers vous. Alors je résume ici. Pour avoir une polarisation circulaire, il faut que l'amplitude maximale mx est égale à EMY est égale à EM. Voici la première condition. La deuxième condition, il faut que le déphasage soit égal plus ou moins pi sur 2. Et ici, si le déphasage est égal à plus ou moins pi sur 2, le sens de rotation θ est égal à plus ou moins tangente moins 1, qui est arctangente de oméga t. Alors, pour plus, on a circulation, état de polarisation. Donc, c'est la polarisation circulaire gauche, circulation gauche. Et pour le signe moins, on a la polarisation circulaire droite. Donc, c'est ça. Là maintenant, pour obtenir une polarisation circulaire, comment il faut faire? On utilise ce qu'on appelle les lames cardantes. Donc ce sont des lames à retard de phase, c'est des lames biréfringentes. On les achète, ils sont un peu dispendieux, c'est à peu près, soi-disant, $400 ou $500 par US, par composante. Mais ça fonctionne à une seule longueur d'onde. Donc elles sont faites pour les OPPM, pour les ondes
monochromatique. Ces composantes sont des lames cardantes et fonctionnent à un angle par rapport. Et on trouve sur ces lames-là ici, on les achète, ce sont des lames avec coupées d'un milieu ici en haut, ou bien ils ont une marque à côté plate d'un point de vue technique. Alors, dans la fiche technique de ces composantes, quand on les achète et on les reçoit avec leur fiche technique, ou bien on peut consulter leur fiche technique dans le site internet du vendeur. Alors, c'est un axe ici. Il y a un axe ici. Donc, si on se met par rapport à cet axe ici, on obtient l'état de polarisation circulaire gauche. Et si on se met ici, par rapport à cet axe-là ici, on se met sur l'état de circulation droite. Donc, alors, quand une onde polarisée, donc ces lames cardantes, n'attendez pas qu'ils vont transformer une onde électromagnétique non polarisée en une onde sphérique. Ça, c'est de la folie. N'attendez pas à ça. C'est qu'une lame cardante, pour que ça fonctionne, il faut que l'onde électromagnétique soit déjà polarisée rectilinéairement. Et il faut que cet état de polarisation rectiligne soit orienté dans cette direction pour que ça sorte circulaire. Donc, une lame cardante, elle a pour fonction de transformer une polarisation, un état de polarisation rectiligne ou bien linéaire en un état de polarisation circulaire. Ou bien l'inverse. Si l'état de polarisation est déjà circulaire, il peut défaire cet état de polarisation qui circule de façon hélicoïdale parce que et puis ça sort linéaire. Il faut faire attention. Quand on dit circulaire, ce n'est pas une circulaire dans un plan OXY. Non, ça avance parce que l'onde se propage. Et ce l'onde se propage, donc c'est un cercle ouvert. Donc c'est une hélice. Donc la pointe du champ électrique se propage en balayant une hélice cylindrique. Donc c'est comme un cylindre. Donc il ne balaye pas tout le cylindre, mais elle se propage dans ce cylindre-là ici. Donc il tourne dans ce cylindre. Donc dans cette hélice se forme d'un cylindre. Et donc il tourne en avançant. Donc il ne tourne pas dans la même position. Il faut faire attention. Il ne tourne pas dans le plan OXY. Il tourne dans des plans successifs, parallèles, tous parallèles au plan OXY, qui sont perpendiculaires à OZ, qui est là la direction de propagation que nous avons choisi dans ce cas-là, dans l'étude de la polarisation ici. Alors, je répète, c'est que la lame, ça s'achète pour une seule fréquence. Donc, ça fonctionne pour les lasers en fait. Hein? Ça fonctionne pour les sources électromagnétiques laser. Et ça fonctionne pour une seule longueur d'onde. Donc, et si vous voulez utiliser une lame cardante, il faut que la polarisation, il faut que l'onde électromagnétique soit déjà polarisée rectilinéairement. Et dans ce cas-là, il faut l'ajuster, comme je viens de dire, par rapport aux axes donnés par le manufacturier. Et dans ce cas-là, cette lame cardante, donc ça s'appelle lambda sur 4, lame cardante. Cette lame cardante, elle transforme une polarisation circulaire, une polarisation plutôt linéaire, quand il est bien ajusté en une polarisation circulaire, droite ou gauche, selon qu'il est orienté selon cette direction par rapport à la marque qui se trouve sur la lame cardante, ou bien selon qu'il est orienté de la droite. Alors, c'est ça. L'onde, ici, ça c'est Y, et ça c'est X. Ça c'est X, et ça c'est Z, c'est sortant vers vous. Ou bien elle fait l'inverse, elle transforme une polarisation circulaire en un état de polarisation rectiligne à la sortie. Donc il défie la polarisation s'il est déjà polarisé circulairement. Sinon, si l'état de polarisation linéaire tombe entre cet axe et cet axe de fonctionnement, là, ça c'est les axes de fonctionnement de la lame cardante. Cet axe-là, ou bien cet axe, c'est les axes
pour que la lame fonctionne correctement. Si ça tombe dans un axe quelconque entre cet axe et cet axe, ça va nous donner une polarisation elliptique. Alors maintenant, on va étudier la polarisation elliptique. Polarisation elliptique. Alors, cela arrive quand R est différent, quand R, le rapport R qui est égal à EM Y sur EM X est différent de 1. Donc, on exclut le cas de la polarisation circulaire. Et quand phi est égal à phi Y moins phi X est différent de pi, de MP, avec M appartient à Z, et est différent aussi de et quand phi est différent aussi de plus ou moins pi sur 2 congru pi. C'est ça. Donc, quand on est différent de ces conditions-là ici, de ces points singuliers, donc ça c'est des points singuliers. Alors, pour R différent de EMY est différent de 1 et phi que satisfait cette condition, on a la polarisation linéaire. Quand R est égal à 1 et qu'on a cette condition-là ici, on a la polarisation circulaire. Mais quand on n'a pas ces conditions-là ici, on est différent de 6 points singuliers, on a quelques points singuliers, on n'a plus de polarisation ni linéaire ni circulaire, on parle de la polarisation elliptique, et dans ce cas-là, la pointe du champ électrique, le champ électrique, ça tournoie en avançant vers vous, mais se forme d'une ellipse. Et on va déterminer l'équation de cette ellipse. Alors, quand R est différent, quand le rapport R est différent de qui est égal à EM Y divisé par EM X est différent de 1 et quelconque, peut être égal aussi à 1, mais c'est général, c'est plus général, ça renferme aussi les cas singuliers, hein. Ça renferme les cas singuliers. Alors, quelconque, et quand le déphasage phi qui est égal à phi Y moins phi X est quelconque, on a la polarisation circulaire, implique polarisation elliptique. On a polarisation elliptique. Alors, dans ce cas-là, je vais obtenir EX qui est égal à EM X fois cosinus de oméga t, et EY qui va être égal à EM Y fois cosinus de oméga t moins phi, et EZ est égal à 0. Bien, là maintenant, je vais faire quelque chose pour étudier ça. Ça va me donner EY sur EMY, ça va être égal à cosinus de oméga t moins phi. Et je sais que cosinus de A plus B est égal à cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B. Je sais que cosinus de A moins B est égal à cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de moins B. Et donc, moins sinus de B, sinus, c'est une fonction impaire, sinus de moins B, c'est moins sinus de B, et donc c'est plus ici, etc. Alors, cosinus de oméga t, ça va être égal à cosinus de oméga t fois cosinus de phi, plus sinus de oméga t fois sinus de phi, en appliquant cette forme-là ici. Alors, je viens d'exploiter la première composante, là maintenant. Je vais exploiter la deuxième ici. La première, EX sur
EMX, c'est égal à cosinus de oméga t. C'est comme je résous ici un système de deux équations et deux inconnues. J'essaie de substituer une dans l'autre pour trouver l'équation de l'ellipse. Et ça me donne aussi que EX sur EMX au carré est égal à cos carré de oméga t, qui est égal à 1 moins sinus carré de oméga t. Et ça va me donner sinus de oméga t, ce sinus là ici. Sinus de oméga t, ça va être égal à 1 moins EX sur EMX au carré à la puissance 1/2. C'est la racine. Donc, et cosinus de oméga t, c'est EX sur EMX. Donc, je remplace. Donc, j'obtiens EY sur EMY est égal à cosinus d'oméga t, c'est EX sur EMX fois cosinus de phi plus sinus d'oméga t, c'est 1 moins EX sur EMX au carré à la puissance 1/2 fois sinus de phi. Fois sinus de phi. Et là maintenant, j'isole le terme, ce radical de ce côté-là. Je vais le laisser de l'autre côté. Et je vais regrouper ces termes-là ici. Je vais obtenir EY sur EMY moins, je fais passer ce terme de ce côté, moins EX sur EMX fois cosinus de phi est égal à 1 moins EX sur EM de X au carré à la puissance 1/2 fois sinus de phi. Fois sinus de phi. J'ai plus besoin de ça. Et là maintenant, je vais élever tout ça au carré. Donc tout ça au carré et tout ça au carré. Ça va me donner EY sur EMY au carré moins 2 EY sur EMY fois EX sur EMX fois cosinus de phi. Ça de 2AB. Donc A moins B au carré. Plus EX sur EMX au carré. C'est ça, c'est fini pour ça. Ça va être égal à moins EX sur EMX au carré. Ça, c'est 1 fois sinus carré de phi. Là, finalement, je vais regrouper ce terme-là avec ce terme-là ici. Alors, il y a un carré ici. Il faut faire attention. EX sur X fois cos carré. Voilà que je dis, c'est cos carré de phi. Je vais regrouper ce terme et ce terme ici. Ça va me donner EY au carré sur EMY, c'est ce terme, plus ce terme et ce terme-là ici, ça va me donner EX au carré sur EMX au carré. Parce que sinus carré plus cos carré, c'est 1, moins 2 fois EY fois EX divisé par EM, ça c'est X et Y, et ça c'est X, ça c'est EM, Y fois cosinus de phi est égal à, il faut faire attention ici, donc c'est au carré là, comme ça, donc c'est fois sinus, qui est égal à sinus carré de phi. Alors phi c'est le déphasage, phi est égal à phi y moins phi x, c'est le déphasage entre les deux composantes
EY et EX, du phasage, entre EY et EX. Alors ça, c'est l'équation d'une ellipse. Alors je vois très bien que la pointe du champ électrique décrit une ellipse. Donc l'amplitude n'est plus constante, ça varie et ça décrit une ellipse. Parfois il est entre deux positions, donc ça va décrire une ellipse. Ça c'est X, ça c'est Y, et donc supposons que, alors mettons que si EX est égal à 2 fois EMY, donc ici supposons que ça c'est... Donc ça c'est le rectangle dans lequel j'aurai mon ellipse, et donc je vais obtenir l'ellipse. Alors ici c'est tangente au carré, au rectangle, ici et ici. C'est les points tangents. Et je vois que ça c'est E, ça c'est EY et ça c'est EX. Et donc je vois que EY au carré plus EX au carré, c'est toujours ça oscille dans une ellipse tout en avançant. Alors, il s'ensuit que d'après ça, si j'ai deux ondes monochromatiques identiques qui oscillent avec des déphasages quelconques et qui oscillent avec EX et Y, oscillent de façon rectangulaire, c'est-à-dire ils rentrent dans un rectangle toujours, alors je vais obtenir la superposition de ces deux états va me donner un état de polarisation elliptique à la sortie. Alors vous voyez très bien que si la pointe circule dans le sens trigonométrique, sur l'hélice, c'est la pointe du champ E oscille selon on parle de l'hélicité positive, on dit que l'hélicité est positive si E circule dans le sens trigonométrique. En partant vers vous. Alors ici c'est l'axe Z, c'est vers vous. Donc si ça circule vers vous comme ça, c'est l'hélicité positive. Mais si ça circule vers vous dans le sens horaire, l'hélicité est négative. Ou bien on peut parler si ça circule en allant vers vous, Z c'est vers vous, et on part dans le sens trigonométrique, on dit que si l'onde électromagnétique est polarisée elliptiquement à gauche, ou bien à gauche. Si ça avance vers vous et ça circule et l'ellipticité est dans le sens horaire, alors on dit que l'ellipticité, que l'onde électromagnétique est polarisée elliptiquement à droite, ou bien l'ellipticité négative. Pour observer ça, on peut par exemple réaliser ça avec un oscilloscope. On a les deux composantes qu'on peut séparer avec un prisme de Wollaston ou bien un prisme de Grand, et on peut les transformer avec un détecteur en des courants électriques ou bien des tensions électriques que l'on peut brancher à un oscilloscope sur les deux canaux du X et Y d'un oscilloscope. Ce qu'on observe, c'est on observe quelque chose, la figure de Lissajous. Et comme ça, on peut déterminer cette ellipticité de façon expérimentale. Alors, on obtient la figure de Lissajous, l'ellipse de Lissajous. Alors, l'ellipse de Lissajous, vous avez fait ça probablement en électrocinétique dans les circuits. Donc, le sens du parcours de l'ellipticité de l'ellipse
Donc, pour savoir est-ce que ça tourne dans le sens trigonométrique ou bien ça tourne dans le sens horaire, on peut calculer d de E sur d de T à Z est égal à Z0 est égal à une constante est égal à 0 dans ce cas-là, et à T est égal à 0. Alors, on va calculer D sur D de T de E max X fois cosinus de oméga T, E max Y fois cosinus de oméga T moins phi, et 0. On calcule ça. Et ça est égal à sinus carré de phi. On calcule ça on calcule ça à Z est égal à 0 et T est égal à 0. Alors D de EM cosinus, ça va nous donner, et ça c'est égal, EM c'est oméga moins oméga fois EM X fois sinus de oméga T, et ça c'est cos, donc la dérivée de cos, la dérivée de cos aussi c'est moins oméga fois EM Y fois sinus de oméga T moins phi. Alors on voit très bien que cos, sa dérivée c'est sinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Alors et 0 ici. À t, donc ça on le calcule à z est égal à 0 et t est égal à 0. À t est égal à 0, je vais obtenir 0 ici parce que sinus de 0 c'est 0. Et ça est égal à 0. Et ça t égal à 0 c'est sinus de phi. De moins phi, et sinus de moins phi, c'est plus, parce que sinus est une fonction impaire, fois oméga, fois EMY, fois sinus de phi, et 0. Alors finalement, j'obtiens ça est égal à plus oméga, fois EM de sinus de phi, fois EY. Parce que ça c'est EY, l'autre c'est 0. Alors, j'ai deux cas. Si phi appartient à l'intervalle 0 pi, c'est que sinus de phi est positif. Si sinus de phi est positif, j'ai ça, c'est positif. Et donc, si c'est positif, ça tourne dans le sens trigonométrique. Ça veut dire que ellipticité positive. Ellipticité positive. Donc l'ellipticité positive, donc polarisation elliptique à gauche. Polarisation elliptique à gauche. Ou bien ellipticité gauche. Alors, si par contre phi appartient à l'intervalle de pi, alors sinus de cet angle-là, elle est négative, et donc j'ai l'ellipticité négative. Alors la polarisation elliptique à droite. Donc dans le premier cas, ça tourne dans le sens trigonométrique, donc ça tourne dans une hélice en avançant vers vous. Et dans le deuxième cas, ici, ça tourne dans le sens horaire en formant une ellipse ouverte, hein, et ça avance vers vous. Donc ça avance vers vous. Là, ça c'est pour le sens. Donc on peut aussi calculer le sens ici en effectuant le produit vectoriel suivant. Donc E, vectoriellement dit de E sur dit de T. De à z est égal à 0 et t est égal à 0 en même temps, de cette quantité là ici, de cette quantité, et on étudie le signe de ça. Donc on va faire le produit scalaire ex, ey, ez, et on va poser ici, ça c'est cosinus, ça c'est em x cosinus de oméga t, et ey c'est em y fois cosinus de oméga t moins phi, et z c'est 0. Alors ici c'est 0, et l'autre nous l'avons déjà calculé, c'est t
moins, c'était oméga, fois E, M, Y, fois sinus de phi. Et ça, c'est 0 ici. Alors, j'effectue le produit vectoriel de ça, fois EM, Y, fois sinus de phi. Alors, si, c'est le même raisonnement, si phi appartient à 0 pi, si c'est positif, le sens trigonométrique, ellipticité à gauche. Si c'est négatif, si phi appartient à pi de pi, donc c'est une sinus de phi, c'est négatif, ellipticité négative, et donc circulation, ellipticité, donc polarisation elliptique à droite. Alors on voit très bien que le grand axe de l'ellipse dépend du déphasage phi entre les deux composantes. Là maintenant, si je reviens ici, si le déphasage phi est égal à plus ou moins pi sur 2, qu'est-ce que j'obtiens? Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc je vais obtenir ce terme-là, c'est 1. Et je vais obtenir ce cosinus de plus ou moins pi sur 2, c'est 0. Ce terme, ça va partir. Et donc je vais obtenir E y carré sur E mx carré plus E x au carré sur E mx au carré est égal à 1. Et si de plus j'ai EMX est égal à EMY est égal à EMX, alors je vais trouver EM ici. EM, ça c'est l'équation d'un cercle. Donc je vais faire passer ça de l'autre côté et je trouve le résultat de tout à l'heure EM carré. Ça c'est l'équation d'un cercle. Donc je tombe sur la polarisation circulaire. Autrement dit, cette équation de l'ellipse, ça nous donne l'équation du cercle aussi. Et donc les définitions que nous avons trouvées tout à l'heure, à savoir d de E sur d de t, AZ est égal à 0 et t est égal à 0. S'il est positif, donc la circularité de l'hélice, de la polarisation, donc il est positif, donc ça tourne dans le sens trigonométrique, donc j'ai une polarisation circulaire à gauche. Mais si c'est négatif, quand je calcule ça, ça marche aussi pour la polarisation circulaire, c'est que la polarisation tourne dans le sens horaire, donc j'ai une circulation, une polarisation circulaire à droite. Donc ça confirme ce que nous avons dit tout à l'heure. Arrivons là, on a des remarques à faire. La première, c'est qu'on peut faire la détermination pratique du sens de rotation du champ électrique, c'est-à-dire est-ce qu'il tourne à gauche ou bien il tourne à droite. Alors, supposons si phi est bien connu, alors on peut dire que si E est défini comme E m x, si est égal à 2 E cosinus de oméga t moins k0 z moins pi sur 2, et EY c'est EM cosinus, ça c'est cosinus de oméga t moins k0 0 moins pi, et z c'est 0. Ça veut dire que ça oscille dans le plan OXY. Alors le déphasage ici, phi est égal à phi x, phi y moins phi x, et ça c'est égal à pi, parce que phi y c'est pi et phi x c'est pi sur 2, moins pi sur 2, donc c'est pi. Donc c'est positif. Donc le déphasage est positif. Donc je pourrais écrire que E est égal à 2 EM cosinus de oméga t moins k0z et EM cosinus de oméga t moins k0z moins pi sur 2 et 0. Ça c'est exactement ça. Si je travaille de plus, AZ est égal à 0, donc AZ est égal à 0, je vais obtenir que ça est égal à 2 EM cosinus de oméga t, EM cosinus de oméga t moins pi sur 2,
et 0. Alors, la détermination pratique du sens de la rotation du champ électrique, c'est que je pense que oméga, donc ça, E, donc puisque oméga est égal à 2pi sur T, et ça c'est 2pi fois F, alors je pense que E est égal à 2em fois cosinus de 2pi sur T fois le temps. Et ça c'est Em fois cosinus de 2pi sur T fois le temps moins phi, moins pi sur 2. Maintenant, le déphasage est connu et c'est 0. Je fais un tableau. Donc, je vais voir en fonction du temps comment ça varie. Si t, je vais dire que si t à l'instant t est égal à 0, E est égal. Donc, je mets ici 0, donc cos de 0 c'est 1, c'est 2em. Et ici, 0 et cosinus de pi sur 2 c'est 0, 0. Donc, je me trouve sur l'axe OX. Si t est égal à t sur 4, alors E, ça va être égal à t sur 4. T sur 4 fois 2pi sur t, donc 2pi sur 4, donc c'est pi sur 2, cos de pi sur 2 c'est 0. Je vais obtenir 0 ici. Ici t sur 4, t sur t se simplifie, il me reste 4 ici au dénominateur de pi sur 2 moins pi sur 2, cos de 0, c'est 1. Donc je vais obtenir ici Em et 0. Alors les deux valeurs ici montrent très bien que ici Ex, donc le champ est orienté selon l'axe OX, et ici la composante du champ selon l'axe OX c'est nul, et c'est orienté selon OY. Donc ça tourne de OX vers OY. Donc je vois très bien qu'en donnant quelques valeurs à t, on donne t sur 10 la période. Donc je donne des valeurs à t. Il suffit pour déterminer la déterminante t est égal à 0, t sur 10, t sur 8, t sur 6, t sur 4, t sur 2, t. Alors, si on donne quelques valeurs, on va voir comment ça varie la pointe. Donc, est-ce que ça avance dans le sens trigonométrique ou bien ça recule dans le sens horaire. Donc, si ça avance dans le sens trigonométrique, on a la circulation, on a l'ellipticité, c'est positif, et donc la polarisation est elliptique à gauche. Et si ça tourne dans le sens horaire, on a l'ellipticité négative et la polarisation elliptique est à droite. Donc c'est facile avec ces techniques-là. Si on ne peut pas, c'est une technique pour confirmer l'autre méthode qu'on vient de donner, d de E sur dt à z est égal à 0 est égal à 0. Alors la deuxième remarque, c'est qu'on peut redonner E est égal à EX, EY, 0, qui est égal à EMX pour cosinus de oméga t moins K0Z moins pi sur 2, et EMY pour cosinus de oméga t moins K0Z moins pi. La première, c'est pi sur 2, sinus de oméga t plus pi, et 0. Alors là, maintenant, on vous pose la question suivante. Quel est l'état de polarisation de cette onde? Alors, l'erreur qu'on peut commettre, c'est que de regarder directement ça et faire phi. Ça, c'est pi, et donc ça, c'est phi y, donc c'est moins, c'est plus, donc on va faire, c'est moins pi, moins pi sur 2, et donc c'est moins 3 pi sur 2. Alors, quand on veut dire, puisque moins 3 pi sur 2, c'est comme moins pi sur 2, c'est comme pi sur 2, donc c'est circulaire. Et là, on commet une erreur. Pourquoi? Parce que cos et sinus ne sont pas identiques. Ça, c'est faux. Faites pas ça. Alors, faites pas ça.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord regarder que sinus, ça c'est égal à EM pour cosinus de oméga t moins K0Z moins pi sur 2. Et EM y pour cosinus de oméga t. Alors, plus pi. Alors, si cosinus de oméga t moins K0Z plus pi est égal à cosinus de K0Z plus pi sur 2. Et 0. Alors maintenant on calcule phi qui est la phi y moins phi x. Phi y c'est moins pi sur 2 et phi x c'est pi sur 2, donc c'est moins pi. Alors je me trouve avec moins pi et donc je me trouve avec une polarisation linéaire. Donc c'est directement une polarisation linéaire parce que je me trouve avec la condition phi est égale à m pi avec m est égal à 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2. Alors ça c'est impair, je me trouve avec une polarisation linéaire. Ça c'est x, ça c'est y et aussi dans cette direction. C'est ça parce que R ici c'est négatif. En ce qui concerne la polarisation elliptique, c'est relativement complexe à étudier. Donc on utilise ce qu'on appelle, on peut utiliser la sphère de point carré pour étudier la polarisation elliptique, comme on peut utiliser aussi ce qu'on appelle les ellipsomètres dans la recherche scientifique. Je résume un peu. La polarisation linéaire, c'est quand R. Donc on voit très bien que les états de polarisation sont liés. Donc si on a la polarisation linéaire au rectilinéaire, si quand R est égal à E M sur EY sur EMX quelconque, mais phi qui est égal à phi Y moins phi X, ça doit être égal à MI avec M appartient à Z. Ça c'est la polarisation linéaire. La polarisation circulaire, et on voit bien que l'orientation de cette polarisation dépend du rapport R, s'il est négatif, s'il est positif, ça oscille entre OX et OY, et s'il est négatif, ça oscille entre OY et moins OX. Là, ici, c'est que phi, c'est 10 points singuliers. Alors, pour la polarisation circulaire, R est égal à 1. Et donc, si R est égal à 1, cela exige que MY égale à MX est égal à EM, c'est-à-dire la même amplitude. Et ça c'est la première condition. La deuxième, il faut que phi soit égal à M plus 1,5 pi. Alors avec M appartient à Z. Si M égale à 0, on a 1,5 pi. Si M est égal à moins 1, on a moins 1,5 pi. Si M est égal à 2, on a 3,5 pi, etc. Alors, si condition, ou bien la première, ça me donne plus ou moins pi sur 2, plus ou moins 3 pi sur 2, etc. Si point singulier, ça nous donne la polarisation circulaire. Si la pointe du champ électrique tourne dans le sens trigonométrique, on parle de la polarisation circulaire à gauche. Ou bien polarisation circulaire gauche. L'hélicité est positive. Si le champ électrique tourne dans le sens horaire, la polarisation est circulaire à droite, l'hélicité est négative. Et la polarisation elliptique, c'est que R est égal à EMY sur EMX quelconque, et phi est égal à phi y moins phi x quelconque. Différent de ces points singuliers
qui nous donne l'état de polarisation rectiligne et l'état de polarisation circulaire. Alors, avec ça, on a bien donné l'essentiel de la polarisation des états de polarisation, sauf que ce que je viens d'expliquer ici sur les trois états n'est vrai que lorsque la lumière est déjà polarisée rectilinéairement, donc on peut transformer une lumière rectiligne en une lumière circulaire ou elliptique et vice versa. Mais il faut d'abord polariser une lumière. Alors en général, les ondes électromagnétiques, les sources des ondes électromagnétiques émettent des ondes non polarisées. En ce qui concerne les rases, on sait les polariser avec la fenêtre de Brewster, donc une lame on pose une lame à l'intérieur de la cavité laser à l'angle de Brewster et la lumière ça sort déjà polarisée rectilinéairement. Mais on peut utiliser des polariseurs pour les puissances, pour les sources de faible puissance et des prismes non absorbants pour les sources de puissance qui dépassent 1 watt et plus. Alors là-dessus, la polarisation en voie de lumière, c'est comme je viens de dire que maintenant on vient de compléter l'étude des ondes électromagnétiques. On a étudié le spectre, on a étudié l'énergie, le vecteur de Poynting, l'éclairement, l'intensité énergétique. Maintenant on vient de terminer la polarisation, comme ça on a les états de polarisation. Sauf que on a fait un peu le tour des ondes électromagnétiques. Il reste une chose, c'est que ici on a utilisé l'expression d'une onde OPPM, c'est onde plane progressive monochromatique, qui nous donne une seule fréquence, mais la polarisation, comme je viens de dire, on peut polariser une lumière non polarisée. Et la lumière du soleil, par exemple, ou bien le rayonnement du soleil, on peut le polariser rectilinéairement à l'aide d'un polariseur dichroïque, pas de problème, même si l'onde plane n'est pas monochromatique, même si le spectre du soleil contient les rayons X, l'infrarouge et le visible, pas de problème. Cela veut dire qu'on peut polariser une lumière même sphérique, même parabolique. Et parfois, dans les ondes TV qu'on envoie avec les stations TV, on trouve la polarisation H, la polarisation V, etc. C'est le fait que le champ électrique oscille verticalement, horizontalement par rapport à un référentiel. Alors, cette polarisation-là, on s'intéresse, si les ondes électriques sont intéressantes, c'est parce qu'elles sont intéressantes par leur fréquence, par leur énergie, ou leur débit d'énergie qui est leur puissance, le flux énergétique, ou bien par leur polarisation. Alors il y a beaucoup de recherches qui se fait en se basant sur ces trois caractéristiques des ondes électromagnétiques, et c'est énorme ce qu'on a. Donc je m'arrête là-dessus, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.